rappeler que cette séance sera enregistrée. Vous voyez tout de suite, on est en train de débuter l'enregistrement. Alors, on va pouvoir diffuser cette séance par la suite sur les plateformes LinkedIn et Facebook, autant de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec que de Québec international. Alors, sans peu tarder, je voudrais vous présenter Mme Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York. Elle occupe ce poste depuis février 2019 et je ne peux pas penser à quelqu'un mieux qualifié que vous, Mme Loubier, pour occuper ce poste. C'est un poste, en fait, très stratégique pour le gouvernement du Québec. C'est une des délégations plus importantes pour le gouvernement et la principale délégation du Québec aux États-Unis, notre principal partenaire commercial. Mme Loubier a une expérience très vaste, une brillante carrière, que ce soit au niveau privé, qui la place très bien pour bien comprendre les enjeux des entreprises, mais aussi dans le secteur public, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou provincial. Donc, c'est vraiment un profil qui est très pertinent pour le poste qu'elle occupe, parce qu'elle n'est pas juste en charge de l'État de New York, mais aussi des 8 États, donc toute la région du Mid-Atlantique. Je vais me permettre de reprendre quelques extraits de votre biographie, de votre parcours, Mme Loubier, parce que c'est vraiment intéressant. Donc, comme je l'ai mentionné, Mme Loubier est en poste à la délégation depuis février 2019. Elle représente les intérêts du Québec, comme je l'ai mentionné, dans toute la région du Mid-Atlantique. Depuis octobre 2018, Mme Loubier a occupé la fonction de directrice adjointe au cabinet du premier ministre du Québec et a dirigé la transition du nouveau gouvernement. Entre 2016 et 2018, elle a assuré la direction générale du bureau du président et la direction des communications mondiales de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, basée à Paris. Auparavant, elle a travaillé également dans le monde politique fédéral à titre de conseiller principal du premier ministre Stephen Harper de 2013 à 2015. Et son mandat consistait principalement à conseiller le premier ministre canadien sur la relation Canada-Québec et à négocier à son nom avec le gouvernement du Québec. Entre 2006 et 2011, Mme Loubier a occupé des fonctions de directrice adjointe du cabinet du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et à titre de directrice de communication du ministère responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Mme Loubier a également travaillé à titre de directrice de communication au cabinet du ministre des Affaires étrangères à Ottawa de 2008 à 2010. Et entre 1996 et 2006, Mme Loubier a travaillé dans le secteur privé, a conseillé les entreprises dans différents secteurs d'activité, des dirigeants d'entreprises clés dans des secteurs si vastes comme finances, gazier, caritatif, infrastructure et spectacle. Alors, c'est vraiment comme je vous mentionnais, un profil qui est très complémentaire, autant une expertise au niveau privé pour comprendre les enjeux des entreprises que les volets diplomatiques politiques qui le permettent de bien nous représenter les intérêts du Québec à l'étranger. Madame Loubier, on est très fiers de vous savoir parmi nous ce matin, mais surtout très fiers de vous savoir comme représentante du Québec à New York. Madame Loubier, la parole est à vous maintenant. Merci beaucoup, Margarita. J'espère qu'on m'entend bien. Merci pour cette introduction, ma foi, très détaillée. Merci à Étienne aussi de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec. Québec international et Carl Viel, vous faites un excellent travail dans la capitale nationale. C'est un plaisir d'être avec vous virtuellement. Je veux saluer aussi M. Rochette d'Écosystème, qui est quelqu'un de qui on est très fiers sur le territoire de la délégation du Québec à New York. Avec des bureaux pas très loin de chez nous et puis beaucoup de succès aux États-Unis. Je salue également la consul générale des États-Unis à Québec. Je crois qu'elle est avec nous virtuellement, Mme Zimmerman, que j'ai vue à la Fête nationale à Washington l'an dernier, juste avant qu'elle soit en fait en poste. Donc, juste rappeler mon rôle. Mon rôle, c'est en fait, avec l'équipe, de veiller à protéger et à faire avancer les intérêts du Québec, là, évidemment, surtout par notre réseau de contacts qu'on bâtit depuis maintenant 80 ans. Hein, le premier bureau du Québec en 1940 à la Rockefeller Plaza. Et on entretient ces contacts-là sur les questions qui nous importent. L'économie, bien sûr, l'environnement, notre relation énergétique,
ces jours-ci, la santé, la sécurité des Québécois est également d'actualité. Puis je dirais que le défi du coronavirus a souligné l'importance de ces relations qu'on a avec notre voisin, parce qu'on est dans le même bateau, en fait. Hein? On s'en rend bien compte. On est très, très intégrés au niveau économique. Mais quand il y a des crises comme ça, comme la pandémie, la COVID-19, on réalise encore plus la force de nos liens. Je vais vous parler de quelques secondes ou quelques minutes de la crise aux États-Unis, puis après ça, je vais rentrer un peu plus dans la situation économique et puis ce qu'on fait sur le terrain, en fait. Donc, d'abord, nos bureaux sont physiquement fermés depuis le début de la crise, mais ils sont ouverts. Donc, on continue à servir les clients et c'est quelque chose qui est très important pour la ministre responsable des relations internationales de la francophonie, Mme Giraud, de s'assurer que le réseau mondial, le réseau aux États-Unis, reste en service aux clients. Ici, aux États-Unis, il y a tout près de 2 millions de cas confirmés de la COVID. Donc, à New York, c'est la ville la plus touchée au monde, avec près de 380 000 cas dans l'État de New York et 24 300 morts. Tandis qu'à New York City, on peut compter 205 000 de ces cas-là et 17 000 décès. Là, on arrive aux 17 000 décès, donc c'est 5 fois, plus de 5 fois plus que les événements de 9/11. Donc, c'est du jamais vu et New York a été, je vous dis, la ville de New York silencieuse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était très étrange, en fait, d'être à New York à ce moment-là et de ne pas entendre de sirènes, de taxis, etc. Puis, dernièrement, on a vécu quand même la crise dans la crise avec l'affaire Floyd. Donc, au moment où les gens retournaient dans les parcs, commençaient un peu à revivre, même si on a commencé le déconfinement en phase 1 seulement lundi, à ce moment-là, les barricades sont montées et puis les manifestations parfois violentes se poursuivent toujours à New York, mais dans le calme maintenant. Donc, c'est le bon côté de la démocratie, finalement, quand ça se passe de manière pacifique. Évidemment, avec l'élection présidentielle en novembre, qui aura toujours lieu, hein, on a bien sûr, on est sujet à avoir ce genre de mouvement-là qui pourrait continuer jusqu'à novembre, d'autant plus que jusqu'à hier, il y avait 41 millions de chômeurs aux États-Unis. On a ajouté 1,5 million de plus de chômeurs. On a su ça aujourd'hui là, pour le mois de mai. Donc, définitivement, avril a été le pire mois économiquement, mais il y a quand même un rebond de l'économie en mai et juin. Ce qui fait mal ici, c'est qu'à peu près 50 de la consommation, en fait, la consommation est en baisse d'à peu près 50 Et aux États-Unis, le secteur du détail compte pour plus d'un emploi sur 10. Donc, c'est une entreprise sur 4, c'est énorme. C'est donc dire qu'on est secoué de manière très, très importante. Et comme vous le savez peut-être, là, le Conference Board des États-Unis prévoit que le PIB se sera contracté de 5,7 à la fin de 2020. Donc, c'est quand même pas rien. C'est énorme, mais les Américains sont résilients et se remettent au travail rapidement. Comme au Québec, il y a des entreprises qui ont été jugées essentielles, d'autres qui se réoutillent dans le domaine des produits médicaux. Mais bon, le clivage est important entre certains secteurs qui sont complètement à plat, comme le tourisme, et d'autres qui prennent de la vigueur ou sont d'une certaine manière propulsés par la crise. Le déconfinement est inégal aussi aux États-Unis. Dans le sud, ça va beaucoup plus rapidement. En Floride, ici, dans le Mid-Atlantique, les États du Nord-Est essaient de s'harmoniser pour déconfiner, pour diminuer les problèmes des différents déconfinements de part et d'autre. Le président Trump a mis de l'avant un plan qui s'appelle Opening Up America Again en 3 phases, mais bon, il en relève aux gouverneurs dans leur juridiction de déconfiner. Le gouverneur Cuomo ici à New York est un véritable héros. En fait, il s'est beaucoup illustré par son 11h30 à tous les jours, puis je pense que ça les réconforte véritablement. Et il est toujours aussi en espèce d'affrontement ouvert avec le président des États-Unis. Ils sont fondamentalement opposés idéologiquement, mais aussi ils réclament plus de fonds pour pouvoir gérer cette pandémie. Donc, l'impact sur le commerce.
maintenant. Donc, il faut faire un pas en arrière un peu. Donc, vous vous souvenez, quand on est entré dans la crise de la pandémie ici en Amérique, aux États-Unis, le président a commencé à exiger que la production de matériel médical soit exclusivement pour les États-Unis. Donc, il a demandé à GM de fabriquer des ventilateurs, il a demandé à 3M, qui fabrique les fameux masques N95, de garder la production pour les États-Unis en invoquant le Defense Production Act. Rapidement, ça s'est étendu à pas mal de ce qu'on appelle les PPE, les respirateurs légaux, le matériel médical essentiel. Et tout de suite, au niveau du Canada et du Québec, on s'est mis en mode représentation diplomatique pour dire, un instant, vous devriez exclure le Canada et le Mexique, en fait, mais le Canada, parce que les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées. C'est en fait toujours l'argument qu'on leur sert. Donc, à chaque fois, et il y en a beaucoup, je vous en reparlerai dans une minute, de mesures protectionnistes qui sont parfois dirigées sur d'autres pays comme la Chine, entre autres, attrapent le Canada, le Québec dans leur filet. Et il faut toujours lever la main en disant, attention, ce que vous êtes en train de faire va vous nuire à vous-même. Vous allez vous auto-infliger des problèmes parce que les chaînes d'approvisionnement sont liées, les matériaux sont d'un bord et de l'autre de la frontière, les produits traversent la frontière plusieurs fois avant d'être finis. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que le président l'a reconnu. Il a dit que ça pourrait mal aller pour ceux qui essaient d'interférer dans la chaîne d'approvisionnement avec le Canada, surtout en matière de défense nationale. Un sujet ou un argument qui a le dos large aux États-Unis là, ces jours-ci. Mais bref, l'agence qui est en charge de la réponse d'urgence aux États-Unis a bien assis sa décision sur le fait que nous avons besoin de répondre de manière binationale à cette crise-là à cause de nos chaînes d'approvisionnement. Je vous donne un exemple. En 2019, c'est 5,1 milliards de produits médicaux canadiens qui ont été exportés aux États-Unis, dont 25 % sont fabriqués au Québec. C'est juste pour vous donner une idée là, dans la chaîne d'approvisionnement médical. Et ce narratif-là, protectionniste, bien, il continue. Hein? On a des décrets à droite et à gauche. Il y en a un sur la grille électrique américaine. Ça fait quoi? Ça fait qu'on se retourne vers notre industrie et on se dit, bon, si on resserre la chaîne d'approvisionnement ou on élimine certains produits de la chaîne d'approvisionnement américaine, est-ce que ça impacte nos entreprises? Est-ce qu'il y a des pertes d'emplois? Et on fait des représentations à Washington en collaboration avec nos amis de l'ambassade. On lève la main et on les met en garde contre les effets négatifs pour eux également de ce genre de mesures-là. On a vu aussi des enquêtes 232, ces fameuses enquêtes du département du commerce qui mènent souvent à des tarifs. Hein, et la formule assez préférée du président, c'est les tarifs de 25 %, comme on a vu sur l'aluminium. Et donc, on en voit ces jours-ci sur les transformateurs électriques, on en voit sur on voit aussi des 232 sur les grues, sur le vanadium, qui est un métaux rare fabriqué, entre autres, au Québec. Bon, toutes ces mesures-là, comme je le disais, visent plutôt la Chine et parfois la Russie, mais on doit toujours pédaler par en arrière pour s'en faire exclure. Il y a aussi le domaine des transports où il y a des mesures protectionnistes de type Buy America qui font en sorte que même si on obtient des contrats des Américains, on doit assembler ces autobus ou ces produits de métro, ces vannes, j'ai juste Cars dans la tête, là, mais c'est wagons de métro aux États-Unis et on doit s'approvisionner à un certain niveau avec des matériaux qui proviennent des États-Unis. Donc, une partie de mon travail, c'est beaucoup de protéger nos intérêts et l'autre partie, c'est de saisir des opportunités pour nos exportateurs. À cet égard-là, je veux juste mentionner qu'on a lancé une initiative qui s'appelle le rebond nord-américain, qui finalement nous aide à avoir des voix américaines qui peuvent influencer les décisions à Washington et dans les États pour dire qu'on ne doit pas mettre de mesures ou de freins protectionnistes avec le Canada. Et on a plus de 100 signataires aujourd'hui qui représentent des milliers d'entreprises américaines. Très heureux de ça et on continue cette campagne-là au cours des prochains mois. Un mot sur la frontière avant de rentrer dans le bout sur les entreprises. En fait, la frontière, comme vous le savez, a été fermée le 21 avril. Je veux juste insister que c'est historique et sans précédent. Donc, c'est la plus grande frontière au monde. On doit être préoccupé par ça. Ce n'est pas un événement normal de fermer la frontière entre le Canada et les États-Unis.
c'est en fait assez inquiétant. Donc, cette frontière-là, la fermeture a été renouvelée le 21 juin et on arrive à échéance. La rumeur veut que ce sera renouvelé encore une fois là, pour une période à déterminer. Donc, il y a le risque de santé, mais il y a aussi l'économie qui doit continuer à rouler. Étant donné qu'on exporte 70 de tout ce qu'on exporte dans le monde aux États-Unis, bien, ça a un impact majeur, sans compter que le tourisme dépend beaucoup, beaucoup de nos allées et venues avec les Américains. Donc, pour la frontière, la bonne nouvelle, c'est que elle est à toute fin pratique restée ouverte au commerce. Il y a assez peu d'entraves qui nous sont signalées, mais j'invite les entreprises qui nous écoutent à nous contacter si vous avez des travailleurs spécialisés qui doivent aller aux États-Unis pour faire rouler l'économie, continuer à faire rouler l'économie, et que vous croyez qu'ils ne peuvent pas s'y rendre. Donnez-nous le défi, appelez-nous. Je pense qu'on est capable de régler pas mal de problèmes de ce genre-là au niveau de la frontière parce qu'il n'y a rien de plus important que de continuer à faire rouler l'économie pour les Américains aussi. Nous avons des bureaux un peu partout aux États-Unis, vous les connaissez sans doute. Marie-Claude Francaire à Boston, qui couvre la Nouvelle-Angleterre, Martine Hébert dans le Midwest à Chicago, Philippe Huneau sur la côte ouest à Los Angeles, Donald Leblanc, Atlanta pour le sud-est, Caroline Davoine, Houston dans le sud. On a un bureau aussi avec Mme Townrow à Philadelphie. Et puis, ils sont là pour vous servir, que ce soit parce que vous ayez, par exemple, un payroll, que vous payez des salaires aux États-Unis et que vous voulez connaître l'aide qui existe pour les entreprises qui ont des opérations aux États-Unis. Je pense que M. Rochette est familier justement avec l'offre de la Small Business Administration dans le package CARES Act qui s'appelle ce package-là des Américains qui a été déployé pour aider à repartir l'économie ou même à soutenir les entreprises pour ne pas qu'elles ferment. Il y a certains argents qui s'adressent aux grandes entreprises, mais d'autres aux PME. Et certaines entreprises du Québec en profitent présentement. Il y a énormément d'opportunités avec la sortie de crise qu'on a décelée. On a fait une espèce d'examen de tous les secteurs, à savoir lesquels sont en position très affaiblie, comme le tourisme, le détail. On a fait aussi des découvertes, à savoir que des appels d'offres continuent dans certains secteurs parce que les gouvernements cherchent à stimuler l'économie et à sortir de cette crise en création d'emplois, que ce soit au niveau des transports, de l'infrastructure, de la construction, des sciences de la vie, tout le domaine de l'intelligence artificielle, parce que le nouveau normal nous amène à développer des technologies pour acheter encore plus en ligne, pour se parler comme aujourd'hui en ligne, pour s'éduquer en ligne. Des opportunités aussi, donc, en agroalimentaire, au niveau de l'énergie, les changements climatiques qui prennent toujours le devant des conversations assez rapidement aux États-Unis. Et évidemment, là, toute la filière des contrats publics. Je l'ai dit, dans les derniers mois, on s'est branché aux entreprises. Agnès de Export Québec va vous parler après un petit peu plus de cette opération-là, mais on est en train de parler aux entreprises, voir qu'est-ce que ça a changé pour les entreprises, cette crise-là, qu'est-ce que c'est vos difficultés pour pouvoir continuer à exporter, à vendre vos produits. Parce que nous, notre travail, en fait, ce que la ministre nous demande, c'est d'être agile et de continuer à servir le client, peu importe vos besoins. Alors, on est là exactement pour faire ça et on s'ajuste. Présentement, on affine nos crayons. Il y a une opération aussi qui a été faite au niveau de tous nos bureaux dans le monde pour regarder qu'est-ce qui est sur les tables à dessin des entreprises, des gouvernements pour cette reprise-là. Comment on peut apprendre, par exemple, en regardant l'Asie qui est déjà déconfinée, qui est déjà en train d'injecter des sommes en stimulus. Donc, on a fait un grand examen des leçons du passé, des leçons de ce qu'on peut voir sur le terrain pour injecter cette intelligence-là, cette information-là à nos décideurs à Québec pour mieux gérer la reprise. Et puis, avec notre directeur des affaires économiques, Sébastien Lantier, qui est aussi avec nous ce matin, on regarde aussi les Fortune 1000 pour voir comment on peut encore plus ouvrir nos réseaux d'acheteurs pour vous, les entreprises du Québec, avec les secteurs dans lesquels nous excellons. Juste en terminant, je voulais vous donner un peu une idée de ce qu'on a fait dans les derniers mois.
Donc, et ce qu'on va faire aussi très bientôt. Donc, on a, par exemple, rendu des services à peu près à 75 entreprises québécoises depuis le début de la crise, que ce soit sur de l'information de marché, l'identification de partenaires ou de la mise en relation tout simplement avec les acheteurs. On a été virtuellement branchés avec nos partenaires en Virginie, parce qu'on essaie de couvrir le territoire, dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des entreprises québécoises qui ont fait du B2B avec des entreprises de Virginie. On a fait des forums virtuels en partenariat dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine aussi du commerce de détail, de la mode. On a collaboré avec les responsables des achats d'à peu près une dizaine de joueurs au Québec. On a également participé à un atelier Creative Tech avec les firmes comme Moment Factory, Float4. Parfois, c'est des pistes de collaboration, surtout dans ce domaine-là où il n'y a plus de personne qui n'est pas distancié. Tout le monde est distancié. Donc, réfléchir avec eux, comment on prend ça à partir d'ici pour continuer à avoir du succès. Et puis, très prochainement, on aura des rencontres virtuelles avec la Ville de New York sur les besoins liés au déconfinement. Ça peut être des plexiglas, ça peut être tout ce qui concerne le new normal, comme on dit ici aux États-Unis, la manutention robotisée, la désinfection, le mobilier urbain. On aura aussi un webinaire pour promouvoir l'industrie éolienne québécoise. On participera à un sommet sur le transport propre en vue des Jeux mondiaux universitaires au Lac-Placide en 2023. On a des activités aussi avec les consulats généraux. On en a à Philadelphie, on en a aussi ici à New York. La liste est longue. Donc, mon message à vous, c'est qu'on est en action, on ne s'est pas arrêté, on est disponible pour vous, puis essayez-nous, donnez-nous des défis, ça va nous faire plaisir de vous soutenir, vous les exportateurs, les entreprises du Québec. Alors, Madame Lubier, merci infiniment. Merci beaucoup pour votre leadership. C'est rassurant de voir qu'on a une équipe si performante, si dynamique, qui représente les intérêts de toutes les entreprises du Québec dans un marché si important comme les marchés du Mid-Atlantique puis l'État de New York. Merci beaucoup, Madame Lubier. C'est rassurant également de savoir qu'on a des équipes, en fait, avec les gouvernements du Québec qui travaillent ici dans la province pour aider les entreprises à bien se préparer justement pour entamer une démarche de commercialisation. Maintenant, plus que jamais, c'est important de mieux adapter les stratégies, différents pivots de modèles d'affaires, de revoir notre stratégie d'exportation, notre stratégie de développement d'affaires. Même nos clients potentiels y ont changé, de comprendre cette réalité-là. Alors, maintenant, j'invite à prendre la parole à Mme Agnès Gatignol, qui est la directrice par intérim à la direction des marchés de l'Amérique du Nord au ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui va nous présenter un peu la démarche d'accompagnement des soutiens aux entreprises du gouvernement du Québec. Agnès, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Ravi de vous entendre. Je voulais prendre quelques minutes avant de commencer pour remercier Margarita et toute l'équipe de Québec International pour l'invitation et la Chambre de commerce et d'industrie du Québec aussi. C'est de Québec, pardon. C'est toujours plaisant de parler aux entreprises, même si c'est de façon virtuelle et à travers un écran. Je voulais aussi remercier Mme Loubier et toute l'équipe de la délégation générale du Québec à New York pour le travail que l'équipe réalise pour accompagner les entreprises du Québec sur ces marchés-là. Ce travail-là, c'est indispensable pour vous, les entrepreneurs, et c'est en collaboration, en étroite complicité qu'on travaille avec l'équipe qui est à la délégation générale du Québec à New York, ainsi qu'avec tous les bureaux du Québec aux États-Unis, dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde. Donc, avant de poursuivre, je vais vous parler un peu de Export Québec. Donc, vous en avez entendu parler. Export Québec est en pleine transition vers Investissement Québec International. Donc, dans une semaine, nous relèverons effectivement de M. Hubert Bolduc, qui est vice-président chez Investissement Québec International. Donc, toute l'équipe Export Québec va continuer à travailler avec vous, les entreprises au Québec, à travailler en étroite collaboration avec nos collègues dans les bureaux
pour à la fois mieux connaître notre rôle d'Export Québec au Québec. Effectivement, c'est de mieux connaître les entreprises québécoises, de vous aider à identifier des marchés, à identifier, à consolider vos plans d'affaires à l'international. On ne travaille pas tout seul, on travaille ici au Québec aussi avec les Québec international ou l'ensemble des ORPEC sur les régions du Québec. Et on est comme le maillon central entre l'aide qui se déroule au Québec et tout l'accompagnement spécialisé, pointu, qui va être réalisé sur les États-Unis. Donc, Export Québec, c'est environ 60 conseillers. C'est 4 directions géographiques. Donc, je suis sur la direction Amérique du Nord qui couvre les États-Unis et le reste du Canada. Il y a une direction Amérique latine, une direction Asie-Pacifique et une autre direction Europe, Afrique, Moyen-Orient. Donc, on est vraiment, on dit 60 experts, mais ça, il y a des fluctuations, mais il y a vraiment 60 experts dédiés aux entreprises du Québec pour vous accompagner sur les marchés. Donc, effectivement, je ne vous partagerai pas la diapositive, mais si on voit la répartition des bureaux aux États-Unis, comme le disait Mme Loubier, on a l'avantage d'avoir plusieurs bureaux, de couvrir l'ensemble du territoire américain. On le dit entre nous, c'est un pays, mais c'est 52 pays, c'est 52 façons de faire des affaires. Il y a des particularités régionales selon les États, selon les gouverneurs, etc. Et la chance qu'on a d'avoir les équipes sur place, c'est qu'elles connaissent ces enjeux-là locaux. Donc, elles sont capables de vous conseiller aussi sur peut-être des enjeux sur un État est peut-être plus difficile à percer en termes de développement de marché, mais elles connaissent aussi les possibilités ou les occasions d'affaires sur un État limitrophe, etc., en ayant des antennes un peu partout et des équipes. Donc, comme le disait Mme Loubier, il y a le bureau à New York, la délégation, il y a l'antenne à Philadelphie, il y a des équipes à Washington. Donc, déjà, rien que cet espace-là est couvert par une équipe dynamique avec des experts. On a l'équipe à Boston, effectivement. Il faut pas... Et puis, sur le reste des États-Unis, avec Chicago jusqu'à la Silicon Valley, où on travaille beaucoup aussi en technologie, en mobilité terrestre, en technologie propre, en investissement, capitaux d'investissement. Et on a aussi tous les bureaux sur le reste du Canada. Il ne faut pas le négliger en ce moment, en plus avec la reprise économique. Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon, Monsieur Bolduc nous le disent, la reprise va passer, oui, par la relance économique par les États-Unis, mais aussi par le reste du Canada, avec la frontière qui est fermée aussi. Il ne faut pas négliger les marchés du reste du Canada où on a un bureau à Toronto, on a un bureau à Vancouver, un bureau à Moncton avec une antenne à Halifax aussi. Donc, c'est des marchés qui sont accessibles, qui sont parfois un peu moins risqués parce qu'il n'y a pas de frontières. Effectivement, il y a moins de mesures protectionnistes que vers les États-Unis. Donc, selon l'état d'avancement de vos projets à l'exportation, il faut tenir compte de ces équipes-là et puis de ces marchés aussi. Donc, Mme Loubier le mentionnait, en ce moment, toute l'équipe d'Export Québec est en train de consulter 700 entreprises qui sont des PME performantes et des grands exportateurs pour prendre le pouls et voir l'état de situation des entreprises. Où vous en êtes dans vos marchés? Est-ce que la crise a redéfini votre plan d'affaires, votre plan de développement à l'international? On le voit pour plusieurs, tous ceux qui sont dans le commerce de détail, il y a des gros enjeux en termes d'assurance, en termes de distribution. Je parlais avec une entreprise hier dans le secteur du commerce de détail, elle me disait que ils ont revu toute leur chaîne de fournisseurs, tout va bien. Le seul fournisseur auquel ils n'ont pas pensé, c'est UPS, et avec les retards de livraison et les enjeux et les impacts que ça peut avoir. Donc, c'est vraiment notre travail en ce moment. Ces appels-là, vous allez sans doute en recevoir parmi vous. Je voyais dans la liste des entreprises, des participantes ce matin. Vous allez être appelés, que ce soit par l'équipe Amérique du Nord ou l'équipe Asie ou l'équipe Europe, peu importe. Et l'idée, c'est vraiment de développer aussi des nouveaux outils pour mieux vous accompagner. Du côté américain, et puis je vais me concentrer plus sur celui-là, il y a des comités de travail qui ont été mis en place aussi de veille sectorielle
où tous les attachés économiques qui travaillent pour vous par rapport à un secteur donné, on peut parler effectivement de l'industrie créative, des jeux vidéo, du commerce de détail, tout le bien de consommation, pardon, le transport, l'aérospatial. Ces équipes-là sont en train de faire une veille extraordinaire, non seulement sur l'état de situation du marché, mais aussi sur les opportunités qui peuvent s'offrir aux entreprises québécoises. Donc oui, les bureaux physiquement sont fermés, mais les équipes, qu'on soit au Québec ou sur les États-Unis, travaillent très fort en ce moment pour préparer la relance et continuer à vous accompagner au quotidien. On n'est pas juste en train de préparer des documents ou des stratégies. Au quotidien, on continue de travailler avec vous. Madame Loubier, vous parlez de certains projets comme le webinaire en éolien ou d'autres missions virtuelles qu'on réalise. On en a fait en sciences de la vie. En sciences de la vie, les équipes se sont mises au travail tout de suite pour identifier les entreprises québécoises qui avaient une offre de produits ou de services en sciences de la vie qui pouvaient répondre à une demande immédiate, mais aussi à plus long terme dans tout ce qui est la gestion des crises, des pandémies. Et déjà, il y a des contrats qui ont été octroyés, il y a des efforts et des affaires qui se déroulent. Donc, on essaye d'être effectivement plus agile, plus efficace et complètement à l'écoute des besoins des entreprises québécoises. On alimente aussi l'offre québécoise pour que des équipes sur le terrain puissent mieux vous représenter, puissent faire valoir la force du Québec auprès des partenaires potentiels, qui soient au niveau public pour les contrats et les appels d'offres publics, au niveau plus privé pour que la chaîne d'approvisionnement et que les fournisseurs québécois aient toute leur place dans ces marchés-là. Donc, je vous le mentionnais en début de présentation, Export Québec va faire partie de l'équipe Investissement Québec, donc la section Investissement Québec International. On va travailler en étroite collaboration avec les équipes Attraction d'investissement étranger. On va avoir à notre disposition plusieurs outils aussi, plusieurs leviers, en plus de ceux qui étaient déjà en place avec le ministère de l'Économie. Ce qu'on nous demande aussi, c'est de revoir nos façons de travailler. On fait beaucoup de missions commerciales, d'accueil d'acheteurs étrangers. Donc, on ne peut plus le faire physiquement. Il y a plusieurs de nos missions auxquelles vous participiez. On a été obligé d'annuler parce qu'on ne peut pas se déplacer. Il y a des conditions sanitaires, des restrictions au niveau des rassemblements. Donc, on travaille nous aussi à développer des rencontres plus virtuelles, à développer des rencontres d'affaires B2B virtuellement aussi. Et donc, on travaille très fort avec à la fois des fournisseurs de plateformes de rencontres virtuelles ou d'échanges virtuels et aussi avec nos partenaires pour faire de nos services, de faire des services renouvelés et adaptés à la crise actuelle. Donc, Madame Loubier, vous le disiez, et puis testez-nous. Nous tester, c'est nous adopter. Nous essayer, c'est nous adopter. En fait, en faisant affaire avec Export Québec, on va travailler avec vous ici au Québec et ensuite, on va vous mettre en relation avec les équipes pour vous identifier les meilleurs attachés économiques sur place qui va pouvoir vous accompagner pour pas que vous ayez à écrire à tout le monde et avoir pas forcément la meilleure personne à votre disposition. Donc, notre rôle, c'est vraiment de vous rencontrer ici, de travailler en collaboration avec vous, avec les organismes régionaux, avec les directions régionales aussi du ministère, et ensuite de vous référer et de vous accompagner de vous faire accompagner sur le terrain par les équipes. Donc, je vais répéter le message de Mme Loubier, c'est contactez-nous, appelez-nous. Les numéros de téléphone ne changeront pas avec le transfert chez Investissement Québec International. Donc, nos adresses de courriel s'adaptent aussi sans problème. Donc, je vous invite à vraiment nous contacter parce que la relance économique va passer effectivement par les États-Unis et le reste du Canada. Et toute l'équipe d'Export Québec ici à Montréal est disponible pour vous accompagner. Donc, je vais laisser la parole, je pense, à M. Rochette et je vous remercie et au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Agnès. Puis, en fait, le gouvernement du Québec, il joue un rôle primordial dans cette relance. On voit que ce soit au niveau des délégations, au niveau du ministère des Relations internationales, du ministère de l'Économie, une grande mobilisation de tous les acteurs, puis surtout une grande synergie entre le ministère de l'Économie, le ministère des Relations internationales
Investissement Québec, maintenant Investissement Québec International. Donc, c'est vraiment, comme je mentionnais tout à l'heure, rassurant pour les entreprises d'avoir un gouvernement qui se mobilise pour les intérêts, justement, des entreprises, puis pour la relance économique, mais aussi la relance des exportations. Merci beaucoup, Agnès, pour cette précision-là, tes commentaires. Alors maintenant, on voulait inviter, en fait, la perspective d'un entrepreneur. On vous parle depuis ce matin des opportunités, de l'importance du marché new-yorkais, des marchés des États-Unis, mais qui mieux placé qu'un entrepreneur qui l'a vécu en chair en os, qui justement, il a travaillé fort pour se positionner sur ces marchés, pour nous partager cette expérience-là, pour nous partager véritablement comment les outils qu'on vous a présentés peuvent s'avérer vraiment pertinents et intéressants pour propulser les ventes sur les marchés américains. Alors, Monsieur Rochette, je vous remercie infiniment pour votre temps ce matin. La parole est à vous. Merci et merci surtout pour l'invitation ce matin. J'ai eu une belle introduction de Catherine Loubier. Là. Nous, on est, oui, on est des exportateurs. On est d'abord des exportateurs de talent, puis on essaie de s'inspirer d'autres entreprises là, québécoises qui ont fait pareil, que ce soit le Cirque du Soleil, CGI, Coveo, Cossette. C'est toutes des entreprises qui ont réussi à exporter le savoir-faire, le talent et l'innovation québécoise. Alors, je voudrais peut-être revenir avant de commencer là, sur certains points qui ont été discutés jusqu'à présent. Premièrement, c'est vrai que quand on essaie de trop se protéger, on va s'infliger des torts. Puis un des torts aussi qu'on va s'infliger, c'est qu'on va limiter notre potentiel d'exportation. Donc, on voit présentement aux États-Unis beaucoup de fermetures, beaucoup de repli sur soi-même. Ils veulent acheter américain. Nous, on fait pareil avec le panier bleu. Mais je pense qu'au Québec, on a beaucoup plus à gagner à exporter le savoir-faire qu'à barboter dans nos choses ici. Alors, il y avait un bel article récemment de Louis Têtu dans la presse là, sur le panier bleu, c'est bien, mais exporter le savoir-faire québécois, c'est mieux. Donc, on s'inscrit, nous, là-dedans. Et pour l'instant, je dois avouer que les limitations d'importation aux États-Unis ne nous ont pas trop affectés. Évidemment, bien, on salue les efforts du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, mais entre autres la délégation, pour faire beaucoup de lobbyisme aux États-Unis, pour sensibiliser les élus américains sur l'importance du libre-échange. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup à gagner au Québec du libre-échange parce qu'ici, on a un petit marché. Alors, Écosystème, on est une entreprise intégrée d'ingénierie-construction qui est spécialisée dans les écosystèmes énergétiques. Donc, on travaille dans l'environnement bâti, dans les bâtiments existants pour faire la réingénierie des systèmes et les rendre plus performants. Donc, plus performants, souvent d'un point de vue de l'efficacité énergétique, mais aussi d'un point de vue confort ou dans l'industriel et dans le commercial pour régler des problèmes d'affaires de nos clients. Et ça va être souvent le point de départ de nos projets, ça va être un problème d'affaires. Et on va intégrer vraiment une vision, là, puis une passion qu'on a pour éliminer le gaspillage, éliminer tout ce qui est over-design dans les bâtiments, tout ce qui ne fait pas de sens. Donc, on est là vraiment pour repenser les immeubles et les rendre plus performants. On a une présence depuis une dizaine d'années aux États-Unis sur la côte Est, là, donc de Washington jusqu'à Montréal pratiquement, dans le Midwest également, et maintenant en Californie. On est très, très présent à New York. On est à New York depuis environ une dizaine d'années et c'est vraiment là qui est l'essentiel de notre marché américain, là, bien qu'on soit de plus en plus diversifié dans plusieurs États. Quand j'avais décidé d'exporter puis d'aller aux États-Unis, Claude Lessard de Cossette m'avait dit assure-toi d'être bien installé chez vous, d'être dominant dans ton marché, d'être assis sur des bases solides parce que quand tu commences à exporter du talent, tu vas vite te diluer. Alors, c'est un conseil que j'avais toujours retenu, que j'ai appliqué. Et même, je rajouterais à ça qu'il faut bien s'assurer aussi d'avoir un élément différenciateur fort, donc de s'assurer que le pourquoi écosystème là, qui est très fort, puis qu'on réussit à se démarquer. Parce qu'aux États-Unis, quand tu ne te démarques pas, tu deviens une commodité, puis le marché est excessivement compétitif. Mais à l'inverse, quand tu te démarques, la fameuse Blue Ocean Strategy, là, est décuplé par un facteur, bon, on dit souvent par un facteur 10, là, puis moi je dirais même plus que ça.
quand on réussit à se démarquer et être différent des autres, le marché est juste infini aux États-Unis. Et oui, il y a d'autres marchés au Canada, c'est vrai. Nous, on travaille beaucoup en Ontario, on a travaillé beaucoup aussi en Alberta. Mais il n'y a juste aucun point de comparaison là, entre exporter en Ontario et exporter au sud de la frontière. Le marché au sud de la frontière est immense. Et oui, la crise a affecté plein de marchés. On a entre autres des marchés commerciaux là, dans les meubles ou industriels qui sont affectés. Par contre, on voit des projets, des transitions vers des opérations privées, là, de la privatisation d'assets dans les universités, les marchés municipaux qui sont très forts, les marchés d'État. Alors, il y a beaucoup de choses qui continuent d'avancer aux États-Unis. Et nous, je dois vous avouer que la construction n'a jamais vraiment arrêté chez nous là, pendant la période de la COVID parce que dans le Midwest, ça continuait. À New York, la plupart des projets ont continué d'avancer. Tout était qualifié d'essentiel. Dans la Nouvelle-Angleterre, Washington, alors, il y a quand même beaucoup d'activités qui se poursuivent. Évidemment, si on était dans le secteur du tourisme ou de la restauration, je n'aurais pas le même discours, là, mais dans notre secteur, il y a beaucoup de choses qui ont continué. Alors, on a travaillé très tôt, nous, avec la délégation. Là. Dès qu'on est arrivé là-bas, on a utilisé les gens de la délégation du Québec à New York dans une première phase parce que nos expatriés arrivaient là puis il n'y avait pas vraiment de point de référence. Donc, juste avoir d'autres Québécois à qui parler de la vie de tous les jours, de comment s'adapter, de quels clients aller voir. Alors, on a tout de suite profité de ça. Les délégations ont un immense réseau aussi, sont là depuis des dizaines d'années. Alors, ils ont développé des réseaux incroyables dont on a pu profiter dès le départ. Si c'était à refaire, je m'assurerais d'avoir une approche encore plus pointue et de vraiment dire à ces gens-là à qui on veut parler, plutôt que d'être un peu réactif au réseau et plutôt de se faire, on aurait dû se faire un plan plus tôt dans notre arrivée à New York pour dire voici les personnes qu'on veut rencontrer et voir c'est quoi les points d'intersection avec le réseau de la délégation. Mais on a été plus opportuniste, je dirais, et ça nous a bien servi quand même. La délégation nous a mis en contact avec un client, notamment Blackstone là, à New York, avec qui on a eu un projet majeur. Donc, même l'approche opportuniste a fonctionné pour nous. Mais ce qu'on fait maintenant, beaucoup plus avec les délégations aux États-Unis, c'est beaucoup plus encore une fois, de cerner les gens à qui on veut parler et de s'asseoir avec les délégués puis de voir ou les représentants des délégations, puis de voir avec qui ils peuvent nous mettre en contact. Les gens ont toujours été très accessibles aussi, je dois le dire. Là. Je pense que Catherine dépasse les sommets qui avaient été établis par ses prédécesseurs, mais ça a toujours été très facile pour nous de rencontrer tout le monde dans les délégations. Alors, merci de cet accueil-là. C'est vraiment apprécié et facilitant. Parce qu'on a toujours une image que de rencontrer des gens au gouvernement, ce n'est pas toujours facile. Puis on passe par des programmes qui, des fois, sont un peu lourds en processus. Mais quand on arrive dans une délégation, on tombe vite dans l'action. Puis ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, la COVID a eu un impact relativement limité. Le plus grand impact, évidemment, c'est dans le développement d'affaires parce que ça devient beaucoup plus difficile pour nous de rencontrer des clients. Donc, il faut faire une transformation de notre développement d'affaires vers une plateforme plus digitale. Par contre, même si la frontière est fermée, on peut continuer d'envoyer des employés là-bas. Tout le monde qui a des permis, nous, on a beaucoup de permis de type E1 qui permettent à nos employés canadiens de travailler aux États-Unis. Et on peut facilement traverser la frontière présentement avec nos permis E1. Le problème, évidemment, c'est le retour là, avec une quarantaine de 14 jours. Donc, on ne peut pas faire de fly-in, fly-out très souvent, mais on peut envoyer des employés là-bas pour s'occuper des chantiers aux besoins, mais avec des séjours plus longs, évidemment. Sinon, bien, on se fie carrément sur nos employés américains présentement pour les opérations, autant en développement d'affaires qu'en design, construction, mise en route et suivi des projets, là, tout se fait par nos employés locaux américains. La chaîne d'approvisionnement, on avait des grandes craintes là, que tout allait bloquer puis que finalement, bien, on pourrait construire, mais qu'on n'aurait pas les matériaux. Jusqu'à présent, ça ne nous a pas trop affectés. On était très, très proactifs chez nous. Là, dès janvier, on commençait à avoir des meetings sur la COVID puis de se demander comment ça allait nous affecter. Et jusqu'à présent, bien, on était chanceux, ça ne nous a pas trop nui.
Donc, voilà, c'est le message que j'avais à livrer. Je suis heureux de répondre à quelques questions que ce soit, s'il y en a. Là. Mais comme j'ai vu qu'on avait pris du retard un peu, je vais écourter ma partie. Alors, merci à vous, M. Rochette. Ce qui nous amène en fait à la période de questions. Donc, on a entendu en fait différents types de divisions par rapport au marché américain, mais qui sont toujours, qui se rejoignent en fait dans le sens que c'est un marché extrêmement important, qui offre des opportunités, qui malgré la crise continue à rouler, et puis ça va être sans doute un des moteurs de la relance économique et de la reprise des exportations québécoises. Alors maintenant, la parole est à vous. Donc, on vous rappelle les consignes. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à le faire de vive voix. On va vous permettre d'allumer vos micros et vos caméras si vous le souhaitez ainsi. Vous pouvez poser également votre question par la messagerie instantanée, mais surtout, n'hésitez pas à profiter de ces moments d'échange pour partager vos inquiétudes, vos commentaires, puis évidemment vos questions pour tous les intervenants. Alors, je ne sais pas, Daniel, si on a des questions dans la messagerie instantanée ou si on a déjà des gens qui veulent. Je surveille ça de près. Je vous invite à aller faire vos questions. Vous avez la chance d'avoir ces gens-là. C'est le temps ou jamais d'y aller puis de les poser. Mais moi, je vais surveiller le chat pour adresser vos questions. Parfait. J'ai arrêté la présentation pour m'assurer justement de voir s'il y en a des gens qui ont la main levée. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, n'hésitez pas à allumer vos micros, vos caméras si vous souhaitez poser cette question aux participants. Ça va prendre peut-être quelques minutes. Voilà. Les gens sont... ils n'ont pas beaucoup de questions. Je ne sais pas si parce que... on commence à voir... La question que j'ai deux questions dans le chat ici. Est-ce que les gens de culture peuvent jouer un rôle à la reprise pour les violons du roi? Et la deuxième question que tous nos employés américains nous posent, que faites-vous pour la diversité? C'est un sujet de pointe. Alors, les questions sont lancées. Écoutez, pour la première question, absolument. Donc, la culture fait partie de la relance. D'abord, c'est un secteur d'exportation extrêmement dynamique, mais c'est aussi un secteur qui nous aide à diffuser nos valeurs, incluant celles qui rejoint un peu les manifestations contre la discrimination raciale ces jours-ci. Donc, la culture, nous, on a un service culturel qui est dirigé par Jean-Pierre Dion à la délégation. On a une multitude de clients. Donc, des clients qui veulent rencontrer des diffuseurs, qui sont des clients très bien établis, qui cherchent à... Les diffuseurs, en fait, c'est les acheteurs de la culture sur le territoire américain. Donc, le service culturel est en train de se consulter, de se concerter avec le ministère de la Culture du Québec et l'industrie en ce moment pour voir comment on va penser la relance. Il y a déjà de l'intérêt sur le territoire à certains égards pour des manifestations culturelles dans des endroits publics dehors. Donc, des opportunités de ce côté-là déjà qui sont décelées. Il y a une injection de fonds extrêmement importante, là, je crois jusqu'à 400 millions qui a été annoncée par le gouvernement du Québec pour aider le secteur culturel. Ça inclut aussi d'être en lien avec nous sur le territoire et nos équipes pour continuer le travail qu'on fait déjà avec les organisations d'affaires culturelles au Québec, les entreprises elles-mêmes, en maillage avec les acheteurs sur le territoire. Donc, ça fait absolument partie de ça. Les violons du roi, c'est une grande fierté pour nous. Ils étaient, je pense, supposés se produire même en Virginie, si je me souviens bien. J'aurais voulu y aller pour faire coordonner ma visite en Virginie. Avec la présence des violons du roi. Ils nous ont fait honneur aussi d'être à New York. C'est
énorme fierté de les avoir sur le territoire, puis de les aider dans leur part de marché ici. Je ne sais pas si Agnès, tu voulais rajouter quelque chose sur cette question-là précisément. Ou... Ben, pas particulièrement en complément. Effectivement, on travaille sur des projets plus avec l'industrie créative et immersive, avec tout ce qui est les technologies en AR, VR aussi. Donc, on travaille effectivement avec nos collègues de la culture, du ministère de la Culture plus, puisqu'il y a quand même des responsabilités partagées. Mais effectivement, on avait plusieurs activités ou missions où le milieu culturel, pas forcément les groupes de musique, mais des activités autour d'événements culturels où là, on a amené des entreprises qui étaient en soutien à l'événementiel. Mais effectivement, là, il faut revoir nos façons de faire. Il faut revoir où en sont les entreprises aussi qui ont été durement touchées par la crise. Donc, voir les activités qu'on va pouvoir refaire à court et moyen terme dans ce secteur-là aussi. Mais n'hésitez pas à nous contacter non plus pour vous mettre en relation avec, je sais, au niveau du cinéma, par exemple, ou au niveau des effets spéciaux, il y a des choses qui se développent aussi. On continue à chercher des occasions d'affaires. Donc, à nous contacter. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les meilleures personnes pour accompagner les entreprises, peu importe le secteur. Si ce n'est pas nous directement, c'est de trouver de la bonne personne pour vous accompagner. J'ajouterais avant de passer à l'autre question aussi que la culture, c'est la base sur laquelle souvent on bâtit des relations pour faire des affaires. Il ne faut pas l'oublier, ça. En fait, on a une carte de visite absolument extraordinaire. On est adoré au niveau de notre offre culturelle ici sur le territoire américain. Littéralement, il faut dire aussi qu'il y a 11 millions de francophones aux États-Unis, un chiffre qu'on oublie souvent, en plus de la culture et de la combinaison culture et francophonie sur le territoire, mais juste de dire, ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes aussi pour nos exportateurs. Ça crée des liens, ça crée des réseaux. C'est une force pour nous, l'offre culturelle sur le territoire. La question, je la retrouve. Que faites-vous pour la diversité? Bien, écoutez, on a des règles directives du gouvernement du Québec sur la diversité. Moi, je suis particulièrement fière de l'équipe que nous avons sur le territoire parce que c'est une équipe qui est très diverse, tant par l'origine ethnique des gens qui forment l'équipe que différentes religions. Donc, on est extrêmement fiers de ça. On prend ça avec une grande fierté dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos manifestations où on célèbre la culture et qui on est, y compris la diversité homme-femme. On est très impliqués également dans des aventures comme avec la gouvernance au féminin qui viennent exporter aussi leur travail sur le territoire américain. On les accompagne, on fait beaucoup d'activités en ce sens-là. On a des gens qui s'occupent de ça dans l'équipe ici à la délégation. Évidemment, à New York, la crise est sur le territoire américain. Là, vous l'avez vu, provoquée par l'affaire George Floyd. Il y a unanimité sur l'enjeu de la discrimination raciale qui s'est installée assez rapidement. Malheureusement, il y a des manifestations violentes, mais si on met ça de côté, je pense que ça épouse tout à fait les valeurs du Québec de lutter contre cette discrimination-là. Puis je rappelle que le premier ministre en a d'ailleurs parlé. Il a aussi tweeté à ce sujet-là, donc dénotant la tristesse de cet événement-là, nous rappelant que le racisme, malheureusement, existe et que, par ailleurs, tous les humains sont égaux, peu importe la couleur de leur peau, et qu'il faut continuer ensemble le combat pour enrayer le racisme. On se fait une fierté à la délégation et sur le territoire d'intégrer une éthique de travail et les valeurs du Québec dans tout ce qu'on fait. Alors, c'est la base, en fait, de notre ADN, si on veut, en territoire américain. Et on travaille aussi avec des employés qui sont recrutés localement, qui proviennent de tous milieux. Et je pense que le Québec a quand même une affinité à bâtir des équipes multiculturelles et c'est ce qu'on s'affaire à faire dans nos différents bureaux dans le monde, mais aussi particulièrement aux États-Unis.
Merci beaucoup. Il y en a souvent des entreprises qui nous posent la question, M. Rochette l'a soulevé tout à l'heure, au niveau des chaînes d'approvisionnement. On est complètement intégré, mais on a vu que suite à cette crise, à cette pandémie, plusieurs marchés se sont repliés sur eux-mêmes. Puis on parle souvent des substitutions des importations, on parle de revoir la chaîne d'approvisionnement, on parle de même revoir tous les modèles d'affaires des entreprises parce qu'autant les fournisseurs que les consommateurs, ils ont changé peut-être ces façons de faire puis ces modes de consommation. Comment vos équipes à la délégation puis au niveau du ministère également peuvent aider les entreprises dans cette analyse-là, dans cette révisite du plan stratégique puis des stratégies d'internationalisation? Je passerai peut-être la parole à Agnès pour commencer la question, puisque Export Québec est réputé faire le diagnostic de compagnies, disons, qui entrent dans le réseau avant de nous les envoyer sur le territoire. Il y en a qu'on connaît très bien, qui ont plus besoin de se refaire diagnostiquer par Export Québec, mais de toute façon, on travaille toujours en équipe pour livrer la marchandise sur le terrain. Oui, en fait, c'est ça. Dans notre travail au quotidien, c'est vraiment de travailler avec l'entreprise, de voir effectivement où ils en sont, quelles sont les problématiques, est-ce qu'ils ont des problèmes de distribution, est-ce qu'on peut aussi travailler avec des bases de données pour valider les distributeurs, essayer d'identifier des fournisseurs complémentaires aussi, de travailler au niveau de la réglementation pour savoir si justement il y a une part des fournisseurs qui doivent provenir des États-Unis dans le Buy America et Buy American. On travaille aussi beaucoup au Québec avec les entreprises, avec nos partenaires, ce n'est pas nos partenaires, c'est nos collègues des directions régionales pour essayer de voir s'il y a des enjeux au niveau des fournisseurs et au niveau de l'approvisionnement. C'est justement de voir avec les chambres de commerce des fois américaines via nos collègues dans les délégations, de voir pour qu'il n'y ait pas de trous dans du produit québécois jusqu'à la livraison, jusqu'à l'ensemble des intrants qui rentrent dans cette chaîne. Donc, que ce soit au niveau réglementaire, que ce soit au niveau technique et aussi au niveau du client final, que ce soit un marché public ou un client privé. Donc, c'est vraiment de revoir avec l'entreprise, souvent avec Margarita, tu le sais, avec les organismes régionaux aussi qui ont cette connaissance fine aussi du tissu industriel plus régional, de voir justement comment on peut revoir certains enjeux dans l'entreprise au Québec pour s'assurer qu'elle ait tous les atouts pour elle pour pouvoir vendre son produit sans être confrontée à des difficultés. Il y en aura toujours, on va en échapper certainement. Les règlements évoluent tellement vite, les situations évoluent tellement vite, mais notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de prendre et de veiller à ce que l'ensemble soit le mieux attaché possible et que la destination aussi soit prête pour l'accueillir. Donc, c'est vraiment… Donc, oui, on refait des diagnostics. Il y en a certaines qui ont déjà des équipes qui sont plus évoluées, qui ont une très bonne connaissance. M. Rochette a une très bonne connaissance aussi de ces enjeux, etc. Mais il y a des entreprises qui sont à un niveau de vente à l'international ou vente sur les États-Unis plus débutantes, on va les appeler comme ça, j'aime pas le mot, mais plus en amont dans leur démarche à l'exportation. Et c'est là où vraiment notre rôle va être encore plus majeur pour s'assurer qu'elles sont complètement équipées pour pouvoir aller sur les marchés américains ou hors Québec. J'ajouterais à ça qu'il y a des opportunités qui viennent du terrain aussi qu'on saisit et majeures. Par exemple, récemment, New York a annoncé la rénovation de la centrale hydroélectrique à Niagara. Donc, un projet de 1,3 milliard, je crois. Le gouverneur a aussi lancé des projets pour 2, quelques milliards pour bâtir des éoliennes en mer. Donc, quand on voit des choses comme ça, la délégation saute sur cette occasion-là avec son service d'affaires gouvernementales et on va cogner à la porte pour dire est-ce qu'on peut rencontrer la vice-présidence à l'approvisionnement ou les grands donneurs d'ordre qui auront reçu les contrats à cet égard-là pour comprendre justement la chaîne d'approvisionnement qui va sous-tendre à ces grands contrats-là et comment on peut comparer l'offre du Québec à ce qu'ils ont besoin et provoquer des rencontres face à face avec ces fournisseurs-là, créer des liens, parce que notre travail, c'est beaucoup de mettre des entreprises du Québec avec des entreprises américaines. La relation humaine est importante.
on verra comment tout ça va se passer dans les prochains mois. Mais c'est des choses qu'on organise aussi quand on voit des opportunités majeures sur le terrain et habituellement, c'est extrêmement productif. Peut-être pour compléter, on peut vous donner par exemple le projet qui a eu lieu cet hiver où il y avait des acheteurs américains qui étaient présents à Montréal, où on a organisé avec Mme Loubier une rencontre à Montréal entre un petit groupe d'entreprises québécoises très spécifiques qui a été identifié par rapport à cet acheteur américain-là. Donc, la rencontre s'est faite à Montréal, ça a été organisé en peut-être 48 heures maximum, où la connaissance à la fois de l'occasion d'affaires et tout le développement de partenariats qui avait été développé aux États-Unis avec l'équipe de New York en amont, avec la connaissance des entreprises québécoises, celles qui étaient prêtes à répondre aux spécificités aussi de ce donneur d'ordre-là. Donc, la rencontre s'est faite en quelques jours et ça a débouché sur des contrats. Ça a permis de clarifier certaines choses aussi, une meilleure connaissance des entreprises québécoises et de leur capacité de répondre à ces appels d'offres aussi. Donc, c'est aussi la chance qu'on a de travailler, on le sait, des fois, le gouvernement, l'image du gouvernement, effectivement, c'est lourd, c'est des processus, etc. Mais l'avantage de travailler à la fois avec les délégations du Québec, qui sont des équipes agiles sur le terrain, et l'équipe d'Export Québec qui est quand même assez efficace aussi et agile dans la façon de travailler. On est moins dans les programmes et dans les processus que dans l'accompagnement au quotidien des entreprises et la meilleure connaissance de l'écosystème québécois. Donc, c'est un des exemples où, justement, le travail des deux équipes a été mis en valeur très rapidement avec des résultats économiques probants. J'ai eu une question dans le chat juste avant. Je vais émettre un petit commentaire sur cette crise-là permet de grandes opportunités parce qu'en Amérique du Nord, on a découvert des failles dans notre chaîne d'approvisionnement pendant cette crise-là. Et autant du côté canadien qu'américain, il y a des opportunités incroyables pour justement être capable ensemble de se fournir du matériel et d'en fabriquer pour être moins dépendant des contrées éloignées. Alors, la question que j'ai ici de M. Brisson, à quel moment, dans quel horizon croyez-vous que la situation des échanges économiques entre les États-Unis, le Canada, le Québec va revenir à la normale? Quelle est la leçon que nous devrions tirer de la crise de pandémie actuelle? Achat local, protection de l'environnement ou quoi? Oui, ben, il y a un peu deux questions. La première, je lui réponds. Au point de vue des indicateurs économiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Rochette en a parlé aussi. Il y a certains secteurs qui n'ont pas arrêté du tout, qui sont stimulés même par la crise. Donc, la construction, on en a parlé avec Monsieur Rochette, le manufacturier, hein, c'est les secteurs essentiels qui repartent toujours dans les phases 1, peu importe où on se trouve, mais aussi tout ce qui est en lien, vous le disiez, Daniel, avec le nouveau normal, donc, et le matériel médical. Effectivement, on a mis des compagnies rapidement en contact avec l'État de New York qui est acheteuse, elle, de matériel médical. Il y a des projets d'usines, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de ça. Je pense qu'il y a un cercle rouge là, où on a des besoins urgents en matériel médical et on veut produire pour nous. On essaie, nous, de produire pour eux et nous. Hein? On aimerait en continuer à être des champions ici dans la région phare pour pouvoir compétitionner sur les marchés. On sait qu'il y a une vague de reshoring, nearshoring, ramener les activités de production ici, surtout avec le discours du président Trump. Eh bien, on lève la main et on dit faisons-le ensemble. On a beaucoup d'avantages ici, de l'énergie propre à bas coût. On a des talents, on a de l'expertise. Tout ce qui est aussi en dehors du cercle rouge, là, tout ce qui est intelligence artificielle, technologie, sciences de la vie, biotech, comment on va faire pour se parer à ces pandémies-là et être plus affinés dans nos manières de recevoir des gens, de tester des gens, de suivre des gens, le fameux tracing. Encore beaucoup d'opportunités là-dedans, en plus des domaines plus traditionnels comme les bureaux, comment on va organiser les bureaux, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un édifice, etc. Donc, la reprise, on dit que finalement, à la fin de l'année 2020, le Conference Board du Canada dit en gros qu'au 4e trimestre, on va être sorti de la crise, fort probablement, mais
bien fin celui qui sait prévoir si ce sera un W ou un V-shape, comme on dit en V, le rebond de l'économie. Même le gouverneur Cuomo le dit, je ne sais pas combien de fois par point de presse. C'est impossible de prévoir en ce moment. Mais la tendance, c'est celle que je vous ai donnée au niveau de l'économie. Et pour le reste, il faut que la frontière soit ouverte pour qu'on puisse continuer à commercer, pour qu'on puisse aller voir nos partenaires américains. Plus que jamais, à cause de l'environnement protectionniste, à cause de ce changement-là où on a fermé la frontière, encore une fois, un événement unique, historique, moi, mon conseil à vous, c'est le plus rapidement possible, allez voir vos clients américains, allez chercher d'autres clients américains, parce qu'on ne vit pas sur une île et on a bien beau se diversifier dans le monde. Et il y a des gens dans notre réseau qui font un travail extraordinaire avec Export Québec pour diversifier nos marchés, mais il faut reconnaître que le marché de proximité, celui qui fait l'objet de 70 de nos exportations, c'est les États-Unis. Alors, la reprise, il faut se poser la question quand, au niveau des indicateurs économiques, au niveau de la frontière, mais il faut aussi l'entreprendre, la reprise. C'est vraiment mon message aux entrepreneurs du Québec. Appelez-nous, on a des moyens. On a trouvé des moyens de continuer à faire des affaires. La protection de l'environnement, je le disais tout à l'heure, c'est revenu rapidement parce qu'on lie d'une certaine manière la crise de la planète à la pandémie. Il y a des gouvernements qui sont très pro-environnement. New York, l'État de New York en est un avec les politiques les plus agressives après la Californie, mais actuellement, les politiques les plus agressives sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors, c'est un sujet qui revient rapidement, pour lequel on a une immense offre au Québec. Pas seulement par nos surplus d'hydroélectricité, ce qui est merveilleux en soi, qu'on exporte d'ailleurs à New York depuis 1914. On a à peu près 5 du mix d'énergie de New York avec notre hydroélectricité, et puis on en exporte aussi ailleurs dans le nord-est, mais aussi notre industrie verte, celle qui a poussé l'industrie électrique, des centaines d'entreprises au Québec autour d'Hydro-Québec, et autour de Bombardier Transport. Bombardier Transport qui bâtit des trains pour plusieurs États aux États-Unis. Mais il y a aussi toutes sortes d'entreprises en clean tech, en matériel qui va dans les métros pour verdir les édifices comme notre champion écosystème sur le territoire américain. Des entreprises qui font des pales éoliennes, qui sont spécialisées dans l'éolien, je peux continuer, mais je pense que c'est un des secteurs qui peut repartir très rapidement ici aux États-Unis. Avant, justement, de demander à tous les intervenants leurs meilleurs conseils, justement, pour un peu suivre votre élan sur les conseils aux entreprises, je voulais vous poser une question. C'est certain que pour l'instant, une chose, c'est certaine, c'est que les entreprises y ont vu l'importance de la transformation numérique. On en parlait depuis quelques mois, voire quelques années. Puis maintenant, c'est devenu une nécessité. Puis les entreprises ont dû manger des bouchées doubles pour arriver à ces rythmes-là. Un des volets, c'est le commerce électronique, mais il y en a plusieurs autres, l'automatisation de certains processus, procédés. Est-ce que vous voyez ce même élan ou ces mêmes besoins criants au sein des entreprises aux États-Unis qui pourraient représenter cette opportunité pour des entreprises de la région notamment qui offrent des solutions en optique photonique, en automatisation, en intelligence artificielle? Comment vous voyez cet environnement-là? Parce qu'ici dans la région, tout le monde nous en parle, la transformation numérique. Je ne sais pas si M. Rochette, vous voulez dire un mot en tant qu'entreprise qui a... Nous, on avait déjà amorcé la transformation numérique, là, puis Dieu merci, parce que sinon, on ne serait pas ici. Là. Mais en même temps, on n'est pas une entreprise qui peut supporter des entreprises américaines dans la transformation numérique. On peut certainement les supporter dans la transition verte. Puis effectivement, j'espère que cette partie-là de l'économie va prendre de la vigueur. Il ne faut pas oublier que souvent, ça dépend des coûts. Et que tant et aussi longtemps que l'énergie va être disponible à faible coût, la transformation verte va être assez difficile. Alors nous, on souhaite que si le gouvernement a besoin de revenus de taxes pour financer sa dette maintenant, que c'est des taxes qui vont venir sur le carbone, parce que tant et aussi longtemps que le carbone va être disponible à faible coût, ça va être très, très, très difficile d'inciter les gens puis d'inciter l'économie à se verdir.
Ceci étant dit, sur le numérique, je l'ai dit dans ma présentation, là, nous, présentement, on a un immense défi. On a toujours fait de l'acquisition de clients à travers des rencontres, à travers des relations humaines, en se serrant la main, en visitant un immeuble. Puis ça, c'est devenu impossible. Alors, pour nous, on a une autre étape de transformation numérique à faire, qui est un grand défi parce que maintenant, il faut être capable de créer des relations virtuelles. Et je lisais dans les commentaires là, Mme Berriot qui dit « Développez vos marchés, allez voir vos clients. Ces temps de pandémie, ils ont du temps et c'est vrai. Au début, on s'était dit on va réduire nos effectifs en vente et marketing, puis finalement, on a fait complètement l'inverse. On a augmenté parce que les clients sont accessibles. Ils ont des besoins. La pandémie amène des nouvelles problématiques qu'on peut, en travaillant avec eux, qu'on peut les aider à résoudre. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'investir en ces temps-là. Puis, tu sais, tout ce qui est tech, on l'a dit tout à l'heure, puis c'est un secteur qui est couvert amplement par Export Québec, tout ce qui est retail tech, edtech, etc. On fait déjà des activités de B2B. Il y a d'énormes possibilités. C'est le nouveau normal. Quand il y a une grande crise là, dans l'histoire, il y a toujours des changements profonds qui s'opèrent puis des innovations. On l'a vu après la Grande Guerre, d'autres pandémies. C'est le cas cette fois-ci. La vitesse avec laquelle les gens se sont mis à se parler comme ça, à faire des affaires, à s'éduquer, les jeunes, alors, et à acheter, à consommer, à faire l'épicerie, énormes possibilités. Venez-vous-en nous voir. On va vous brancher avec des acheteurs ici sur le territoire américain. Puis, je mets mon ami M. Rochette au défi. Je vois que tu es dans ton bureau à New York. Je pense que non, tu es sur... mon bureau à Québec aujourd'hui, malheureusement. Ah bon, OK. J'ai pas osé traverser... Ça se ressemble. En tout cas, quand tu seras à New York, ouais, je te mets au défi de prendre un café avec moi sur Bryan Park, pas loin de ton bureau. Distancié, bien sûr. Effectivement. Peut-être juste Margarita pour compléter, parce qu'effectivement, il y a une offre québécoise qui existe, il y a des solutions, les gens développent avec l'intelligence artificielle, avec l'optique, etc. Et je trouve que c'est le bon moment justement de faire briller ces entreprises et d'alimenter les bureaux du Québec, ou le bureau de New York en particulier, en présentant les solutions québécoises qui ont été développées. Effectivement, il y a des entreprises qui ont bénéficié, on va le dire comme ça, de la crise pour inventer des nouveaux produits, des nouvelles solutions, pour proposer des nouvelles façons de faire des affaires. Et c'est le moment de justement les présenter à des clients américains qui, eux aussi, doivent repenser leur modèle d'affaires, qui ont aussi besoin de solutions innovantes. Et l'intelligence artificielle, on a des forces, on est capable de les jumeler. Les bureaux ont un réseau de contacts énorme. Donc, si on est en plus capable de leur présenter une nouvelle offre de service avec des entreprises québécoises qui ont innové et qui ont une réponse rapide à une problématique qui est actuellement, mais qui va avoir un impact à plus long terme, je pense que c'est le moment justement de présenter ces entreprises-là, de nous les référer et pour qu'on en fasse la promotion à travers nos bureaux. En effet, puis parce qu'effectivement, la façon de faire affaire, il a changé à tout jamais. Ça va être la nouvelle normalité. La virtualité est là pour rester. Donc, j'invite aux entreprises à repenser un peu votre stratégie vente marketing, là, puis essayer de l'adapter le plus possible de façon virtuelle, parce qu'évidemment, les contacts clients, comme on appelait avant, les cieux dans le cieux, Beden à Beden, comme il y en a plusieurs entreprises qui appellent ce type de démarchage, ce sera plus possible pour quelques mois encore, donc de réadapter. Je pense que les mots, c'est vraiment la flexibilité, l'adaptabilité à ce moment-là. Et puis avant, justement, de passer au mot de la fin de chacun d'entre vous, je voulais vous demander, Mme Lubière, parce qu'effectivement, on a constaté pendant cette pandémie-là que les priorités ont pas mal changé, puis on a la nouvelle, en fait, de l'accord de libre-échange, la nouvelle mouture de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique a passé comme inaperçu après justement toutes les autres nouvelles. Donc, je voulais avoir votre avis, étant donné que vous êtes en charge également du bureau à Washington, de voir c'est quoi votre avis par rapport justement à cet accord, puis à la mise en vigueur, puis comment pourrait avoir un impact éventuel sur les échanges. Donc, si vous savez quelques mots nous partager ces niveaux-là. Non, c'est sûr, c'est une excellente nouvelle. Hein? Il faut continuer à soutenir cet accord-là parce qu'on a accès à des milliards, en fait, de consommateurs avec nos accords de libre-échange, y compris
cet accord vers l'Europe, mais avec les États-Unis, c'est absolument capital. Hein. Ce n'est pas tous les pays du monde qui sont dans notre situation ou qui pouvons accueillir des entreprises qui peuvent faire des affaires directement avec les États-Unis sans tarif. Donc, il y a certaines difficultés qui ont été notées par certaines des industries visées par l'accord de libre-échange, évidemment, à cause de la pandémie, mais ce n'est pas impossible. Les choses, on n'arrêtera pas le cours de l'histoire là-dessus, là. Les entreprises vont s'adapter. Je pense que les décideurs vont faire pour le mieux. Mais c'est une excellente nouvelle et il faut mieux connaître l'accord de libre-échange, il faut en faire la promotion. Et je pense qu'on ne peut pas dire aussi qu'on ne fera plus d'affaires bédaine à bédaine, comme vous le dites, aux États-Unis. Je pense qu'il faut quand même rester positif. Il y aura un nouveau normal qui va revenir. Quand la frontière va ouvrir. Écoutez, les gens les marchandises, les camions qui traversent la frontière cette année, pendant la pandémie, c'est les mêmes chiffres que l'année dernière. Donc, maintenant, il reste le personnel non essentiel qu'on appelle et le tourisme. Mais quand la frontière va réouvrir, on est intelligent, on peut le faire de manière intelligente avec les règles de santé publique. Les gens vont continuer quand même à voyager, à venir aux États-Unis sur le territoire. Pas autant, peut-être. Il y a des choses qu'on va faire autrement. Mais la relation humaine demeure quand même importante dans cette histoire pour justement personnifier et prendre avantage complètement de ce nouvel accord de libre-échange renouvelé. Tout à fait, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, M. Rochette, je vois que vous avez un autre engagement. Quel serait votre meilleur conseil justement pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui pour faire affaire aux États-Unis plus concrètement sur les marchés new-yorkais? Mon meilleur conseil, c'est juste d'y aller. C'est un marché immense, c'est à côté, c'est facile, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller parce que moi, je compare toujours ça, je suis un skieur, je compare toujours ça au ski. On est après à skier ici, il fait froid, c'est glacé tout le temps. On arrive aux États-Unis, la température est clémente, puis il y a de la neige. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Merci très bien beaucoup. dit. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée à vous. Puis, avant justement de vous libérer, Madame Dubier puis Agnès, j'aimerais un petit mot en guise des mots de la fin, si vous le souhaitez bien. Oui, ben, je pense que je l'ai dit. Je vais laisser la parole à Agnès. Là, je viens juste de conclure d'une certaine manière. Mais en fait, moi, je vous engage effectivement, comme disait M. Rochette, à tester les marchés, à nous tester, à tester donc les équipes Export Québec, à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec la bonne personne dans l'équipe de New York. Tout à fait. Alors, même chose du côté Québec international. Je sais qu'il y en a peut-être plusieurs questions on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Donc, je vous invite à nous en faire part de vos questions au courriel info@quebecinternational.ca. Nous pourrons par la suite acheminer les questions autant à l'équipe de la délégation générale du Québec à New York et à l'équipe du ministère de l'Économie maintenant, possiblement après la semaine prochaine, d'Investissement Québec international. Donc, la rencontre d'aujourd'hui tire à sa fin. Il me reste que vous remercier énormément, Mme Lubier, à toute l'équipe de la délégation du Québec à New York pour vous avoir justement rendu disponible pour cette activité. C'est très apprécié. Merci également, Agnès. Merci à tous au niveau du ministère de l'Économie, du ministère des Relations internationales pour votre soutien. Merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous, à toutes les entreprises, les partenaires qui nous ont écoutés pendant les dernières heures et demie. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on a pu répondre à vos inquiétudes. Puis, on se retrouve bientôt pour une autre séance, probablement. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous. Merci, Margarita. Merci. Bonne journée. Bonne journée.